Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique. L'invité politique, c'est Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour, sénatrice socialiste de Paris. Un 10e attentat a été déjoué, a dit le ministre Bernard Cazeneuve. C'était à Orléans. 2 jeunes de 20 et 24 ans en lien avec un autre Français en Syrie. La menace est toujours là. Oui, ça, je crois que la menace est toujours là, pour 2 raisons. D'abord, Daesh est toujours, effectivement, même s'il y a des reculades que j'espère pouvoir être poursuivies sur le terrain, il est toujours là. Et deuxièmement, parce que la manière dont s'installe le djihadisme en France procède de situations très complexes. Moi, je partage assez l'idée d'Olivier Roy, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent dans une situation de décrochage, de radicalisation, qui choisissent l'islam comme support, et évidemment les supports logistiques de Daesh. Donc, il faut continuer leur renseignement, continuer à regarder de près comment les choses dérivent, continuer à vouloir déradicaliser et à mobiliser la société française pour qu'elle elle porte elle-même des éléments de sécurité. Alors justement, dans ce contexte, François Hollande renonce à la déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France. Il l'avait pourtant annoncé devant le congrès de Versailles. C'est une nouvelle reculade ? Moi, au moment de Versailles, je me suis demandé quelle mouche l'avait piqué, pour être franche. Le temps n'était pas non plus à commencer à se diviser. Les Français attendent des mesures. Oui, mais vous savez, les Français, strictes. Mais bien sûr, c'est évidemment. Un symbole. Mais on ne règle pas le problème du terrorisme avec le symbole, et encore moins en cédant sur le symbole, sur nos principes. Parce que si on veut faire reculer ce terrorisme, il faut être à la fois efficace dans l'action. C'est d'abord et essentiellement ça. Mais il faut aussi tenir bon sur ces principes. S'ils ont le sentiment qu'on fait dériver notre société vers un point de vue plus totalitaire, j'exagère, mais plus sécuritaire, plus recroquevillé, plus du doute, plus se divisant, parce que quand même, ça donne le sentiment qu'il y a 2 sortes de Français, je crois qu'il ne faut pas les faire gagner non plus sur les principes. Donc, bon, là, je pense que ce n'était pas nécessaire et que c'était un mauvais signe. Oui, mais vous entendez l'opposition, une fermeté factice du président, une insincérité. Oui, vous savez, la fermeté dans la bêtise, Bruno Retailleau, sénateur et président de Les Républicains et président des Pays de Loire, François Hollande choisit la gauche plutôt que l'unité nationale. L'unité nationale sans la gauche, je m'excuse, je ne sais pas comment on va la faire. Donc la gauche était peut-être pas hostile quand même à cette idée. Mais alors s'il y en a une partie, c'est plus l'unité nationale. D'accord ? Parce que la droite, c'est la gauche de la gauche qui doit et la gauche du Parti socialiste qui doit dicter sa loi au gouvernement. C'est pas la gauche du Parti socialiste qui doit dicter, c'est la majorité parlementaire qui compte. Quand vous n'avez pas la majorité parlementaire dans votre propre camp, déjà, c'est un problème. Et deuxièmement, la droite, elle pense que l'unité nationale, elle ne peut se faire que sur ses positions. Toujours. Donc c'est pas comme ça l'unité nationale. Justement, ça n'était pas une situation qui permettait de rassembler largement et de donner la majorité qui était nécessaire. Et que ce soit Christiane Taubira qui l'annonce sur une radio à Alger, c'est pas problématique. Là, c'est sûr que la communication, sans doute qu'elle a pas. Je sais pas si elle l'a fait volontairement. En tout cas, ce genre d'arbitrage doit être fait après le Conseil des ministres. Cela dit, on vit dans une société où on sait avant, et les médias savent avant. Ce qui va se décider avant même que les premiers concernés puissent être bien informés. Donc n'en faisons pas un drame. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est finalement choisi. Nous mettons des moyens pour combattre le terrorisme. Nous gardons ferme des principes républicains. Le président n'aurait pas dû se mettre sur cette voie dangereuse sur des sujets dont on sait qu'historiquement ils divisent la gauche et la droite. C'est pas une petite affaire de. Donc une erreur du président de la République. Voilà. Une erreur, elle n'est pas non plus. Le plus grave aurait été de persévérer dans l'erreur. Solution de repli, l'indignité nationale, c'est-à-dire la suppression de tous les droits civiques
comme on l'avait fait dans l'après-guerre, oui. Donc pour les binationaux coupables de terrorisme. Oui, bon, moi ça ne me traumatiserait pas, mais je crains que ce ne soit pas quand même non plus une mesure d'une grande efficacité. On l'a bien vu, les individus qui commencent à dériver de cette nature, qui passent à l'acte, n'ont plus rien qui les retient, si je puis dire, déjà sur Terre, puisqu'en général quand même ils se font exploser, et deuxièmement, leur rapport à la nation est effectivement déjà très bien détruit. Est-ce que c'est pas toute la réforme constitutionnelle qui est menacée, puisque l'opposition maintenant est vent debout contre cet abandon de la déchéance de la nationalité? L'opposition prendra une grave responsabilité. Si vraiment il est nécessaire de consolider dans notre Constitution le cadre de l'état d'urgence. Ce qui peut s'avérer vrai si on ne veut pas que ce soit la porte ouverte à n'importe quelle utilisation de ce concept et en même temps permettre d'agir quand il faut agir. Pourquoi l'opposition, pour des symboles qu'elle dit elle-même, refuserait de voter une réforme constitutionnelle utile pour l'action? Qui prévoit la prolongation de l'état d'urgence, vous êtes pour? Ça dépend des circonstances, ça dépend des garanties, et ça dépend. Mais vous êtes d'accord pour qu'on l'inscrive dans la Constitution? Je ne suis pas heurtée en principe, parce que soit dans la Constitution, c'est les conditions de son inscription dans la Constitution qui doivent être la clé de cette affaire. Se donner les moyens d'agir, mais aussi encadrer ces moyens pour qu'elles ne puissent pas être utilisées dans n'importe quelle circonstance. Vous savez, l'état d'urgence a duré extrêmement longtemps après la guerre d'Algérie et pendant l'OAS. Donc, la durée de l'état d'urgence, c'est plutôt ses conditions et sa légitimité. Un mot sur l'Espagne qui est ingouvernable. Le Parti socialiste qui a enregistré le plus mauvais score de son histoire et qui, à première vue, est incapable de faire alliance avec Podemos. Ça contredit un peu tout ce que vous prônez, c'est-à-dire une union de la gauche en France. Ça marche pas? Ça marche pas parce que le PSOE veut pas et il faut qu'il s'interroge sur pourquoi il chute. Ça marche au Portugal. Donc, ce que nous proposons marche dans certains pays. Faut-il encore avoir la volonté de fédérer les forces? Alors, ce qui est vrai, c'est que, à la différence de la France, il y a en Espagne un gros problème de régionalisme. Et en particulier, Podemos est plutôt fort dans les deux régions, les régions qui revendiquent le plus une forme d'autonomie ou d'indépendance, avec la proposition de Podemos de faire un référendum, et le PSOE reste fort plutôt dans des régions plus pauvres, comme l'Andalousie, etc. Le problème du régionalisme, et là-dessus je peux pas tout à fait donner tort à mes camarades du PSOE, c'est que quand les régions riches veulent être autonomes et laisser les régions pauvres toutes seules, ça pose un problème. Et donc de solidarité collective. Donc moi je pense quand même que je suis pas du tout certaine que s'il y avait un référendum en Catalogne, les Catalans choisissent l'indépendance. Mais effectivement, en tout cas, ça n'invalide pas la thèse que la preuve est faite que sans rassemblement de la gauche, le PSOE n'est qu'en Oui, mais justement, vous dites le souci, c'est le régionalisme en Espagne. Le premier souci, est-ce que c'est pas tout simplement que le projet politique du PSOE, qui est un parti social-démocrate, comme le Parti socialiste français, est très différent, comme en France, de celui de la gauche, du front de gauche. Voilà. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de penser pouvoir concilier deux lignes politiques qui aujourd'hui sont très différentes? Écoutez, vous savez, quand on a fait le programme commun, je voudrais pas faire vieille histoire. Mais oui, mais justement, vos références, elles datent des années 70. D'accord, non, mais celle de la troisième force, elle date des années 60. Alors c'est 10 ans avant. Donc c'est encore plus vieux. Bon, donc simplement, ce que je veux dire par là, c'est que quand on peut se fédérer sur des programmes. Et si quand le vous entendez des critiques permanentes de Jean-Luc Mélenchon contre le gouvernement, contre le président de la République, vous pensez qu'il est possible de faire une alliance, de ressusciter une alliance? Il me semble que sur la base de ce qu'était le programme de 2012, il y avait les conditions d'un rassemblement large de l'ensemble des forces de gauche. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui a trahi les accords de 2012? En tout cas, elle les a pas mis en exécution. Trahi, je n'en sais rien. Elle ne les a pas mis en exécution. Elle a parfois même fait l'inverse. Par exemple, la modification et la renégociation du traité européen, ce qui n'est pas sans conséquence sur le décrochage d'une partie des couches populaires et du monde ouvrier. Donc, je crois qu'un rassemblement des forces de gauche, et puisqu'on veut, la question principale est du chômage, je fais la proposition qu'on rassemble
les partis et mouvements de gauche, sans lequel... Mais pourquoi vous dites de gauche? Il y a eu le choc des régionales, le Front National qui est à 28%. La gauche unie, attendez, vous m'avez pas laissé aller au bout. Toutes les forces de gauche pour faire des propositions. Si d'autres... Après, il y a un Parlement. Dans le Parlement, il y a des gens qui ne sont pas du même bord. Et les commissions du Parlement doivent travailler. On doit entendre les propositions des uns et des autres et faire ensemble tout ce qu'on peut faire en commun, mais sur la base de ce qui est l'accord politique qui a permis au régional qu'un certain nombre de présidents restent socialistes. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas dit avant les régionales, on va faire l'alliance avec la droite et fini la gauche. C'est-à-dire pas de pacte républicain comme le propose Jean-Pierre Raffarin, mais on cherche des solutions avec la gauche de la gauche et ensuite on les propose à l'Assemblée. C'est pas la gauche de la gauche, c'est la gauche. Moi, je suis pas la gauche de la gauche, je suis au PS Non, mais le Front de gauche, c'est la gauche de la gauche. D'accord, mais pourquoi on ne discuterait pas avec eux? Il y a aussi les organisations syndicales. Il n'y a pas que le truc. Et le pacte républicain, ça veut dire quoi? Si c'est le pacte des républicains, c'est pas le pacte républicain. Il faut que le président de la République, la majorité, les Verts, les communistes, les socialistes, l'ensemble des mouvements, ceux qui veulent venir autour de la table, fassent des propositions et qu'on écoute ce qui peut nous fédérer. Je pense par exemple que la question de l'apprentissage est de nature à pouvoir nous fédérer, car quand on fait un accord commun, c'est chacun fait un peu d'effort en direction des uns et des autres. Et si le Front de gauche n'est pas hyper favorable à l'apprentissage, je crois que les Verts, les socialistes et même certains syndicalistes sont très favorables à ça. On peut faire un pacte. Le Front de gauche a fait 4% des voix au régional. Est-ce que c'est pas la preuve que ça ne fonctionne pas, qu'on peut pas, ils sont pas suffisamment forts pour qu'on puisse s'allier? J'observe que Rouge-Vert, c'est-à-dire l'ensemble écologiste et truc, ça fait 11. Et nous, on a fait 10 et demi. C'est beaucoup moins qu'au dernier régional. Sauf que le PS, c'est 23. Donc c'est un tiers de la gauche. Pas tout à fait, mais presque un tiers de la gauche. Alors, si on veut faire la gauche sans un tiers de la gauche, faut s'interroger. Et peut-être que les gens durcissent leur position à mesure qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus du tout. Et que l'esprit de compromis, il doit permettre les évolutions collectives. Compte tenu de la situation vraiment grave, le mot est faible, du chômage, le moment n'est-il pas venu de prendre vraiment des mesures qui ont été prises dans les autres pays, certes qui ne plaisent pas, qui brisent certains tabous à gauche, mais des mesures sur le contrat de travail, des mesures sur les CDD. On connaît par cœur, oui, mais sauf que la France est le pays quasiment qui est dans la plus mauvaise situation en termes d'emploi. Non, ça n'est pas vrai ce que vous dites. L'un des pays. Ouais, non mais attendez, je connais les trucs, c'est les statistiques, sauf que le nombre de travailleurs pauvres explose. Les pays comme l'Allemagne, l'Angleterre qui ont pris ces mesures ont réduit le chômage. Et ils ont augmenté leur pauvreté. Alors quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on préfère? Préfère que les gens triment et qu'en plus ils soient en dessous du seuil de pauvreté et ne sortent jamais de cette pauvreté. On sait qu'en Allemagne, dans les statistiques, les gens sont pas au chômage, mais ils sont avec un temps extrêmement partiel qui se réduit. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme modèle? Alors je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire en France. La première chose qu'il y a à faire en France, et ça les chefs d'entreprise vous le diront, c'est de soutenir la croissance. Et de soutenir la croissance par un plan de relance, à la fois avec un pilier pouvoir d'achat, un pilier redistribution des richesses. C'est qu'on a les déficits, je vous rappelle. Mais les déficits, ils se creusent à mesure. Plus vous avez de croissance faible, moins vous la soutenez. Et des investissements, c'est ça qui me paraissait important. On peut emprunter à des taux très bas pour des investissements prometteurs d'avenir et créateurs d'emplois. Merci Marie-Noëlle Lienemann. Merci, bonne journée. Dans un instant, merci à nos amis de LCI qui restent sur LCI. Nous allons vers le journal de 8h30 de Sophie Paolini. Joyeuses fêtes à Prix Auchan.